Bonjour à tous. On va essayer, comme l'a dit Laurence, on va essayer de vous décrire ce qui a évolué entre l'année dernière et cette année. Malgré tout, on va faire un rappel. On va balayer complètement l'ensemble du plan d'action pour pas qu'il oublie, mais lorsqu'il n'y a pas de modification majeure, on en parlera très peu, on passera assez vite. Donc, le plan d'action 2024, il a été établi dans la continuité des plans d'action 2022 et 2023, puisque c'était que nous avions à l'origine entre 2022 et 2024. Donc, peu de modifications, c'est attendu. Le composante recherche et innovation qui porte la APG, comme l'a dit Laurent, c'est l'appel majeur du plan d'action, c'est 75% du budget, 75% du nombre de projets financés. Les appels spécifiques au APG, construction d'espace européen de la recherche, attractivité internationale de la France, et puis impact économique de la recherche et compétitivité. Ça fait de nombreuses années maintenant qu'on est organisé dans ces 4 composantes, c'est maintenu. Le renforcement des engagements, qui est quelque chose d'important à l'agence. Dans le domaine de l'éthique, intégrité scientifique, déontologie, on a une charte, on a un document unique qui est en train d'être préparé, qui va être disponible dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Égalité de genre, une évolution pour montrer l'importance auquel l'agence accorde de l'importance, puisque Laurence a monté donc l'obtention du label égalité AFNOR obtenu par l'ANR cette année. Scientifique, données de la recherche, sciences ouvertes, donc la politique de l'État à laquelle l'ANR est complètement associée, même promotrice dans ce domaine. La promotion de la culture scientifique, technique, industrielle, on reviendra très rapidement sur la CSTI. Les objectifs du développement durable. Rappeler qu'aujourd'hui, depuis cette année, tout projet déposé à l'agence, on demande à tout projet déposé à l'agence d'indiquer quel objectif du développement durable est concerné par le projet. Il y aura certainement des évolutions dans le temps, puisque pour le moment, c'est du déclaratif, on demande aux porteurs de cocher des cases. Il est évident que d'ici quelques années, à l'issue des projets, on demandera en quoi le projet a contribué réellement à ses objectifs. Donc, il faut se mettre aussi dans cette dimension, dans cette perspective. L'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, c'est le respect du protocole de Nagoya. On ne va pas décrire ça, ce sera décrit dans le webinaire dédié aux engagements. Et puis la protection du patrimoine scientifique et technique, et je reviendrai un peu dessus un peu plus tard, où effectivement c'est quelque chose d'important et il faut que les déposants aient bien conscience de ces enjeux et la façon dont on peut anticiper des problèmes ou des questions ou des recommandations et qu'il vaudrait mieux anticiper avant de déposer le projet plutôt qu'après. Donc, sur les appels à projets du plan d'action, on peut aller assez vite puisque finalement, là, maintenu dans la même conformation que l'année dernière. Les instruments de financement sont les mêmes, JCJC, PRME, PRC, PRCE, PRCI. 56 comités d'évaluation scientifique, c'est les mêmes que l'an dernier. Il y a quelques modifications de texte, de titres ou éventuellement de rédaction de certains axes, de parties de certains axes, mais c'est vraiment cosmétique. Globalement, il n'y a pas de changement en ce qui concerne le périmètre des axes et leur contenu. La sélection des projets se fera en 2 temps, comme depuis la création de la APG, sauf pour les PRCI où il y a un enregistrement à faire à la première étape et puis un projet complet à déposer pour la 2e étape. Les appels spécifiques, eh bien, là aussi, pas d'évolution majeure en termes de type d'appels bilatéraux, des instruments européens comme les GPI, les ERANET, qui sont progressivement remplacés par les partnerships d'Horizon Europe. Des instruments qui permettent d'accompagner la création de consortiums coordonnés par des chercheurs français, MRSEI et CRSEI, 30 pour permettre à des candidats à l'ERC qui ont obtenu de bons résultats, mais qui n'ont pas été retenus à l'ERC, d'avoir un financement pour pouvoir recandidater l'année suivante.
Access ERC, on reviendra, je pense, dessus un peu plus loin. Un appel qui permet à des postdoctorants d'être soutenus pour pouvoir candidater au starting grant de l'ERC. Et c'est un appel pilote depuis l'année dernière qui est réservé au secteur SHS, sciences humaines et sociales. Et puis il y a d'autres structures, d'autres organisations internationales auxquelles dont on est partenaire, comme le Belmont Forum. Des appels spécifiques centrés sur le partenariat public-privé, l'APCOM, chaire industrielle, programme Carnot, ASRI, la de maturation. Je reviendrai un peu plus tard sur ces différents instruments, pas tous, mais sur ceux qui ont des évolutions à attendre. Et puis des appels qui concernent les challenges, les flashs annoncés au fil de l'eau sur le site de l'ANR. Tout de suite dire qu'à ce stade, pour l'année 2024, on n'a pas de challenge ou de flash annoncé, mais comme ça dépend de l'actualité et des priorités politiques, c'est toujours possible que ça arrive, donc on ne peut pas anticiper ce qui va se passer réellement, mais à ce stade, on n'a rien de prévu encore. J'ai l'impression que le son est très mauvais, parce qu'on a plein de questions sur le son. On a plein de remarques sur le son, la connexion mauvaise, plus d'image, le son est très haché. Enfin bon, donc, ok. Bien. Le budget, on va revenir sur des questions clés en ce qui concerne la sélection des projets dans le cours de ces dernières années. L'importance, évidemment, des budgets qui sont alloués au plan d'action. Donc, voici la répartition, enfin, le budget depuis la création de l'agence en 2005. Et on voit clairement un saut du budget entre 2020 et 2021. Décembre 2020, c'est la signature de la loi de programmation de la recherche, pluriannuelle de la programmation de la recherche, et avec une dynamique en termes de budget qui est prévue jusqu'à 2027, puisqu'on part de moins de 800 millions d'euros et qu'on arrive à presque 1800 millions d'euros. Donc 1 milliard en plus entre 2020 et 2027. Et sur cette dynamique, c'est ajouté, toujours inclus dans la LPR, un plan de relance 2021-2022, ce qui a permis d'avoir un budget relativement stable entre les années 2021, 2022, 2023. Et a priori, en 2024, on n'a pas d'informations contraires, on reste dans la logique qui avait été présentée en 2020. La discussion qu'il y a sur le budget actuellement ne remet pas en cause cette dynamique. On devrait être dans cette logique-là, sauf décision particulière cet automne. Malgré tout, ça vaut le coup de regarder un petit peu la répartition de ces budgets, comment ce budget se décompose. Il est évident qu'en tant que futur déposant ou déposant, ce qui vous intéresse, c'est le budget qui est consacré aux appels à projets. Le reste est important, mais par rapport à l'édition ou à vos candidatures, ce qui est important, c'est quel est le budget consacré aux appels à projets. Alors, vous voyez que même si on avait un budget à peu près stable entre 2021 et 2023, et que le budget global a quand même augmenté légèrement total entre 2021 et 2023, et par contre, le budget des appels à projets est resté stable. On peut prendre un exemple important dans les autres. C'est la couleur bleu ciel, entre guillemets, qui correspond aux appels à projets. On peut voir quand même quelques postes qui augmentent de façon régulière entre 2021 et 2023. Le premier, et ça vous concerne en partie, mais pas totalement, mais ça concerne vos établissements, les préciputes qui augmentent de façon considérable chaque année, où on passe de 163 à 180 millions d'euros, puis 223, et ça va bien sûr se poursuivre. De la même façon, on en parlera très très vite tout à l'heure, le budget, la ligne consacrée aux instituts Carnot est passée de 92, 107 en 2023, c'est 120 quelque chose en 2024 a priori. Donc là aussi des budgets communs. Donc vous voyez que pour 2024, ce que je veux simplement vous dire, c'est que le budget qui va être consacré aux appels à projets, malgré l'augmentation faciale que je vous ai montrée dans la slide précédente, ne va pas se traduire par une augmentation massive du
du budget des appels à projets. Donc, on reste à peu près dans la même situation. Un exemple de l'évolution justement de ces budgets consacrés au préciput, eh bien, c'est que chaque année, jusqu'en 2027, il y a une augmentation des préciputs. On doit arriver au total à 40% en 2027. Et donc, entre 2020 et 2027, ces taux de préciput évoluent chaque année. Et afin que vous ayez une bonne vision de ce qui est prévu en 2020, ce qui va s'appliquer en 2024, on vous a présenté ici les évolutions des taux entre 2023 et 2024. Ce qui vous concerne dans vos projets, qui sont inclus dans vos projets, c'est les deux premières parts de préciput. La part de préciput laboratoire qui passe de 3% à 3,5% en 2024 et la part de préciput gestionnaire qui passe de 10,5% à 11% en 2024. Donc, c'est bien sûr ces taux, les taux de l'année 2024 qui vont être appliqués sur vos projets que vous allez déposer pour cette édition 2024. Bien, on revient maintenant sur l'appel à projet générique, donc l'appel majeur du plan d'action. Quelques évolutions, donc les budgets ont augmenté entre 2020 et 2021. Eh bien, effectivement, ça se voit dans les taux de succès. Vous voyez qu'on passe de 17% à 22,7% en 2021 et à 24% en 2022. Sur les résultats préliminaires que nous avons publiés cet été en juillet, c'est-à-dire tous les instruments de l'APG, sauf les PRCI pour lesquels les résultats n'ont pas été publiés, nous sommes également à 24% à ce stade, sachant que dans la deuxième partie de l'année, on a des disponibilités budgétaires qui se libèrent un peu, et donc on dépassera vraisemblablement les 24%. On sera un peu plus haut que 24%. Donc, pour l'année 2023, voilà où on en est. Je vois une question sur le préciput, mais c'est vraiment un point de détail, mais où trouver plus d'informations, comme on vient de vous le dire, une note sera mise à disposition sur le site de l'ANR, vraiment très, très prochainement. Et il y aura également un rendez-vous au webinaire sur le règlement financier où tous ces points-là seront détaillés bien plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Les évolutions de l'appel 2024, donc on revient sur un peu ce que je vous ai déjà un peu décrit. Maintien des 56 axes scientifiques, modification mineure sur certains axes, maintien des 5 instruments JC, JC, PRC, PRCE, PRME, PRCI. L'évolution qui a été faite, c'est on a mis un peu plus de souplesse sur les candidatures au PRME. Lorsqu'on était coordinateur d'un PRME, vous n'aviez pas le droit d'être partenaire d'un autre projet. Vous savez que la règle habituelle, c'est qu'on peut déposer 3 projets à la APG. Un chercheur peut être coordinateur ou responsable scientifique dans 3 projets, au maximum une coordination, et puis donc en supplément, si le souhaite, peut être responsable scientifique de 2 autres projets. Eh bien, c'est la même règle qui s'applique maintenant pour les PRME que pour les PRC, PRCE, PRCI. Pour les JCJC, la situation est un peu différente puisque normalement, un porteur de JCJC ne peut pas être coordinateur d'un autre projet APG pendant toute la durée de son projet. Le maintien du processus d'évaluation en 2 étapes, donc on a parlé, c'est encore le cas en 2024. Quelques rappels sur les cas particuliers. Premièrement, les projets classés en liste complémentaire non financés en 2023 sont directement qualifiés en étape 2. Mais on attire l'attention sur le fait qu'une pré-proposition doit être déposée quand même en étape 1 avec le même acronyme, le même coordinateur, la même coordinatrice et un consortium comparable. C'est vraiment indispensable de le faire parce qu'il faut que vous rentriez dans les bases de données. On ne pourra pas vous rajouter, si vous oubliez de le faire, on ne pourra pas vous rajouter à l'étape 2. Donc, c'est effectivement, vous êtes qualifié en étape 2, mais à condition de déposer une pré-proposition qui ne sera pas analysée et vous passez directement.
En cas de redépôt d'un projet, comme cela a été initié l'an dernier, vous avez la possibilité d'activité l'effet mémoire, c'est-à-dire on a une transmission au comité de l'évaluation N-1, et à compter de cette année, suite au retour d'expérience des comités qui ont trouvé cette possibilité assez intéressante pour conforter la qualité de l'évaluation du projet, il y a à leur demande, maintenant il y aura un onglet qui permettra de préciser l'évolution du projet entre deux éditions. Et donc, ce sera bien sûr important de le faire pour faciliter le travail des évaluateurs. Et sachez que comme effectivement ils auront accès soit à la proposition si c'est en étape 1, soit à la proposition si c'est en étape 2, ils pourront vérifier effectivement les évolutions. Donc, il faut faire cela avec précision. La typologie diversifiée des projets pour l'ensemble des instruments, c'est une évolution majeure pour cette année. L'année dernière, nous avions déjà commencé à ouvrir cette typologie de diversifiée pour les projets de recherche collaboratifs, pour les PRC. D'une part, on appelait ça les projets classiques, c'est-à-dire les projets qui étaient déposés depuis des années à la APG, qui sont caractérisés par une originalité, une ambition scientifique, quelque chose de classique. Par contre, on a ajouté pour les PRC dès cette année, dès 2023, les projets de rupture exploratoires, donc des projets qui ont moins de bases scientifiques déjà acquises, mais qui conduisent à des changements de paradigme, qui risquent de faire évoluer de façon importante les domaines les thématiques sur lesquelles ils travaillent. Et donc, effectivement, par exemple, il est probable que dans certains cas, pour certains de ces projets, il y aura moins de résultats préliminaires. Et donc, il y a une prise de risque. Donc, voilà. Donc, c'est possible de déposer ces projets-là. Ça fait partie des projets. Les membres de comité sont absolument en phase avec ce nouveau type de projet. Autre exemple, les projets suite. Dans les projets classiques, on parlait de l'originalité du projet. Donc, pour un projet suite, on pouvait s'interroger sur l'originalité puisque la thématique était déjà fixée. Mais ce n'est pas parce qu'on a un projet suite qu'il n'est pas original. Un projet suite, il va poser de nouvelles questions sur la thématique. Et donc, en tant que tel, il est aussi original qu'un projet pour lequel il n'y avait pas de projet ANR précédemment. Donc, là aussi, c'est très clair à la fois, pour que ce soit clair à la fois pour les porteurs, les déposants, mais également pour les membres du comité, on est dans cette logique. Donc, ça, c'était pour les PRC, c'était cette année. Il y a un nouveau type de projet qu'on veut inclure dans les projets qu'on peut déposer. Il y en avait déjà qui étaient sous cette forme-là, mais on veut l'institutionnaliser. C'est la possibilité de déposer des projets qui exploitent des données scientifiques générées par les infrastructures de recherche. Et donc, dans ce cas-là, quand on déposera un projet, il faudra indiquer effectivement s'il y a une infrastructure de recherche qui va être utilisée pour pouvoir se servir des données qui y sont présentes. Et l'ensemble de ces typologies diversifiées, donc c'est 1, 2, 3, 4 types de projets, eh bien, cette fois-ci, non seulement sont ouverts au PRC, mais en fait à l'ensemble des instruments. Donc, c'est une évolution importante, à mon sens, entre 2023 et 2024. La typologie des projets augmente de façon importante et ça devrait permettre d'avoir d'autres candidatures. Alors, j'ai des questions. Une question justement sur les personnels des plateformes techniques. Et la question est de savoir si elles peuvent être comptabilisées dans les 1,5 TPR pour les PRME. Alors, pour les PRME, la question, la façon dont on voit les PRME est la suivante. Une équipe, elle appartient à un laboratoire. Si la plateforme est intégrée dans le laboratoire, il n'y a pas de souci. Si la plateforme n'est pas intégrée dans le laboratoire, c'est un collaborateur. La plateforme est collaboratrice, mais ne fait pas partie du PRME. Autre question, qu'apportent les faits mémoire?
Alors, qu'apporte l'effet mémoire? Eh bien, c'est en train de se construire, parce qu'effectivement, c'est en faisant les choses qu'on arrive à améliorer, à comprendre comment c'est utile. Alors, ce qu'apporte l'effet mémoire. Un premier rapport, ça oblige à donner de la cohérence dans les rapports qui sont faits aux porteurs. On avait très fréquemment, enfin, peut-être pas, mais un certain nombre de rapports qui étaient contradictoires d'une année sur l'autre, c'est-à-dire un projet qui était reconnu dans un projet une année N, et l'année N+1, le même projet revenait, et ce n'était pas les mêmes points faibles, certains points faibles étaient plutôt vus comme des points forts, et effectivement, il y avait des interrogations de la part des porteurs qui disaient, mais attendez, vous ne savez pas ce que vous dites, vous ne savez pas ce que vous faites, comment ça se fait, etc. Donc, le fait de se servir de l'effet mémoire, le premier intérêt, c'est que déjà, ça oblige d'avoir une certaine cohérence, d'essayer de comprendre pourquoi le comité de l'année, ce n'est pas exactement le même comité, ils sont renouvelés par tiers, donc pourquoi le comité peut avoir donc une vision différente sur le même projet et qui avait dans certains cas peu évolué. Donc ça oblige d'être cohérent au niveau des comités. Le deuxième point, c'est que ce n'était pas prévu au départ, mais ça permet aussi, dans quelques cas, ça a permis de montrer que l'évaluation de l'année N+1 n'avait pas nécessairement pris en compte un aspect du projet, n'avait pas de façon exhaustive vu tous les aspects du projet, et dans certains cas, ça peut améliorer l'évaluation de l'année N+1. Donc, voilà un peu les raisons pour lesquelles on fait cette mémoire, mais on veut surtout que la relation entre la communauté scientifique et l'agence via les comités soit cohérente et constructive. Donc, c'est surtout pour éviter ce genre de problème qui peut avoir lieu dans les comités. L'activité d'évaluation scientifique, c'est une activité humaine, donc on est faillible. Donc, c'est bien d'avoir un contrôle, une vérification si le projet est déposé. Dans certains cas, on peut très bien comprendre que des déposants ne souhaitent pas bénéficier de l'effet mémoire, et donc ce n'est pas une obligation de demander à bénéficier de l'effet mémoire. Il faut être volontaire pour bénéficier de l'effet mémoire. Alors, il y a des questions qui ont été posées sur où trouver les informations concernant le préciput. Tout à l'heure, on en a parlé, et en fait, c'est déjà disponible, donc j'essaie de mettre le lien dans le chat pour votre information, voilà. Et il y avait une question sur les données relatives aux résultats de la PG 2022 par comité d'évaluation scientifique. Et je vous donne le lien également parce qu'ils sont bien disponibles sur le site web de l'ANR. Donc, je le mets dans le chat. Et c'est pour les questions de Dominique. Ah oui, mais on va essayer d'avancer. Donc, comme les années précédentes, à l'APG, nous avons des priorités stratégiques de l'État. En 2023, il y avait 5 priorités qui sont reconduites en 2024. L'intelligence artificielle, les sciences humaines et sociales, les technologies quantiques, l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, la recherche translationnelle sur les maladies rares. Bien évidemment, ça s'applique sur un certain nombre d'axes. Tous les axes ne sont pas concernés nécessairement. Ces priorités s'appuient sur des plans, des feuilles de route ou des stratégies nationales. Donc, ça complète, c'est en phase avec ces plans. Et en 2024, on aura 2 nouvelles priorités. En mathématiques, suite aux réflexions qu'on a eues dans les comités de pilotage de la programmation, et la décision qui a été finalisée par la tutelle. Et la deuxième priorité, c'est l'exploitation des scientifiques des données générées par les infrastructures de recherche, les organismes scientifiques internationaux et les infrastructures de recherche, OSI et IR, dont la liste est donnée dans le texte de l'APG. Et donc, vous voyez que cette priorité complète la diversité de la typologie des projets que je vous ai présentés. Donc, c'est une façon de renforcer cette attractivité.
d'ailleurs. Sur les typologies de projets, Dominique, il y a 2 questions qui viennent d'arriver. Est-ce qu'un projet de recherche-création transversale peut être considéré comme un projet de rupture et exploratoire? Ça veut dire quoi, transversale? Est-ce qu'on peut être plus précis? J'ai un peu de mal. Voilà. On va pas, lorsqu'on vous demande pas de définir la nature du projet, la typologie du projet dans le cadre du dépôt. C'est ouvert, mais on va pas mettre des cases pour tous les types de projets. Simplement, c'est ouvert à cette diversité de projets. Et donc, si c'est un projet de recherche de qualité et qui rencontre, mais il y a créativité transversale, il faut nous dire un peu plus précisément, parce que autrement, je peux pas. Ensuite, il y avait une question, quel degré par rapport au projet suite? Qu'est-ce qu'on entend par projet suite? Quel degré de proximité par rapport à des projets précédents? Est-ce que ça s'inscrit nécessairement dans la suite d'un précédent projet financé par l'ANR? Ou est-ce que ça peut s'inscrire dans la suite d'un effort de recherche non financé, mais ayant donné lieu à publication? Dans le contexte des projets suites, c'est uniquement dans le contexte de projets déjà financés par l'ANR. Si c'est des projets de recherche qui n'ont jamais été financés par l'ANR, mais qui par ailleurs étaient financés, bien, pour nous, c'est nouveau. Donc ça va être original, c'est perçu de façon originale. Et là où on a une difficulté, c'est que lorsqu'on a un titre de projet qui existe depuis quelques années, que c'est à peu près le même titre, c'est à peu près le même consortium, et c'est là que c'est important, que pour nous, ça c'est un vrai projet suite, et il faut effectivement que les questionnements qui sont posés, la façon, on ne soit pas sur la même chose que ce qui a été fait. Donc c'est vraiment la suite, et c'est dans ce contexte-là qu'on peut parler de suite. On ne va pas regarder la suite des choses qui ont été faites ou financées par ailleurs. Donc pas d'inquiétude là-dessus, mais c'est vrai qu'on avait fréquemment dans les comités, c'est pas que pour vous la typologie la définition des typologies de projet, c'est aussi auprès des comités de leur dire oui, c'est possible d'avoir un nouveau projet qui fait la suite d'un projet ANR précédent. Parce qu'il y avait le critère originalité, bah oui, mais c'est pas très original puisqu'ils ont déjà travaillé dessus pendant 4 ans, bah oui, mais enfin la science avance et on ne pose pas exactement les mêmes questions, on va aller beaucoup plus loin, etc. Donc c'est ça qu'on peut signifier. Je réponds directement à une question. Oui, effectivement, un projet PRCI peut être de type rupture et exploratoire. Ça concerne tous les instruments de financement. Concernant le taux de succès communiqué d'environ 24%, celui-ci prend en compte les 2 phases de l'APG ou seulement ceux sélectionnés durant la phase 2? Non, c'est 24% par rapport au projet déposé en phase 1. On est autour sur l'année 2022, vous l'aviez, on était autour de 1700 projets, entre 1600 et 1700 projets. On a à peu près 6500, 7000 projets déposés. Donc, vous voyez, ça fait presque un quart. On est entre un cinquième et un quart de projets qui ont été déposés, qui sont financés. Oui, là, par rapport aux priorités, quelles sont les conséquences des priorités sur la sélection des projets? Merci pour la question parce que je voulais répondre là-dessus, préciser. En fait, pour chacune de ces priorités, les comités vont taguer les priorités qui sont concernées, vont repérer les projets qui sont concernés. Et donc, ces projets sont évalués de façon identique à tous les autres projets. Donc, vous avez des projets qui correspondent à ces priorités, qui font partie des listes principales et qui sont financés avec le budget classique, le budget qui est prévu dans l'appel à projet générique. Et puis, vous avez des projets qui sont en liste complémentaire, liste principale, puis des projets en liste complémentaire. Et parmi les projets en liste complémentaire, vous en avez un certain nombre qui, effectivement, correspondent à ces priorités. Et donc, on a un petit budget qui est variable suivant les priorités. C'est en général, les petits budgets, c'est entre 1 et 2 millions. Puis, il y a le plan intelligence artificielle qui est plus important, le plan sciences humaines et sociales, on est plus près de 5 millions que de 1 ou 2 millions. Et donc, ça permet de financer des projets, des listes complémentaires sur ces priorités. Et donc, ça va augmenter le nombre de projets financés sur ces thématiques-là.
Voilà, donc c'est ça que ça fait. Alors il y a un autre effet, c'est qu'en affichant ces priorités, ça fait une incitation au dépôt et on valide régulièrement quand on a une priorité qui est affichée. Fréquemment, on voit que le nombre de projets déposés dans la thématique augmente. Ce qui fait que le nombre de projets financés finalement augmente de façon par deux effets. D'abord par le budget réservé à la priorité, mais également puisqu'il n'y a plus de projets déposés, globalement on est toujours dans à peu près les mêmes taux de succès. Donc même dans les listes principales, on a plus de projets aussi. Donc c'est pas anodin d'afficher ces priorités. Alors, quand un projet comprend dans son contenu scientifique de multiples aspects stratégiques, que ce soit intelligence artificielle ou l'autisme, mais que ceux-ci n'apparaissent pas explicitement dans l'intitulé de l'axe, comment fait-on apparaître ces priorités stratégiques dans la lettre d'intention? Franchement, les priorités, d'abord les priorités il y a des projets qui peuvent être concernés par plusieurs priorités et il y en a qui font partie des listes complémentaires qui peuvent être financées par une priorité ou une autre. Ça arrive. J'ai envie de dire quand même que sur les priorités, c'est surtout en deuxième étape que c'est important. Pour la première étape, c'est important pour qu'ils soient tagués, mais ils pourront de toute façon être identifiés à la deuxième étape. Pour la première étape, sur la lettre d'intention, c'est pas une nécessité. Alors, sur les priorités, quand même, faites attention, et on l'a essayé de le détailler un petit peu. Par exemple, on va prendre l'intelligence artificielle, c'est l'exemple le plus caricatural, on va dire. C'est pas parce que un projet utilise de l'intelligence artificielle qui relève de la priorité intelligence artificielle. C'est juste un outil. Il n'y a pas de développement en intelligence artificielle. Donc, c'est vrai que lorsqu'on va regarder la priorité intelligence artificielle, il faudra que le projet ait aussi qu'on se concerne aussi des développements dans le domaine de l'intelligence artificielle. Oui, il faut vraiment qu'il y ait une recherche dans ce domaine-là. Pareil, sur les sciences humaines et sociales, c'est pas parce que vous allez avoir quelqu'un qui travaille dans le domaine des sciences humaines et sociales, qui est associé à un projet et qui applique ou qui va être un référent pour des questions, par exemple, techniques ou éthiques dans le projet. Il faut aussi qu'il y ait un développement qui ait lieu dans la compréhension du système dans les sciences humaines et sociales. C'est plus facile à expliquer pour moi pour l'intelligence artificielle, mais enfin, j'espère que le message est passé. Les technologies quantiques, c'est pareil, c'est pas utiliser des technologies quantiques, c'est dans le projet, il y a des développements qui vont améliorer, modifier ces technologies. Et c'est souvent difficile, les porteurs de projets, comme certains membres de comité, s'interrogent toujours. Donc c'est une vraie question et on est en train d'affiner ça. Et maintenant, pour l'intelligence artificielle, tout a été calé et on va le faire pour les autres lorsque ce sera nécessaire. Pour un PRME, est-il possible d'inclure dans l'équipe un membre d'un autre labo? Non. Si on met un membre d'un autre labo dans une équipe de PRME, pour moi, c'est un projet de recherche collaboratif, puisqu'il y a deux laboratoires ou deux équipes. Est-ce que ces priorités stratégiques s'appliquent également au PRCI? Oui. Non, pardon. Non. La réponse est non. Non, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas de liste complémentaire en PRCI et les agences partenaires avec lesquelles on travaille n'ont pas nécessairement la même perception. Donc c'est compliqué, on ne peut pas le mettre en œuvre pour les personnes. Je crois avoir balayé toutes les questions. Oui, si toutefois vous constatez que j'ai loupé une question, vous pouvez la déposer dans le chat et on y répondra ultérieurement. Les applications concrètes des engagements ANR et on présente ici que le volet pour les chercheurs et chercheuses qui sont impliqués dans un projet, donc ce que vous devez prendre en compte quand vous préparez votre projet. Alors j'insiste donc sur ce qui est un peu plus clair. J'insiste sur la question de la protection du patrimoine scientifique et technique qu'on va appeler PPST parce que ça va plus vite. Donc, en amont d'un dépôt de projet comportant un partenaire public, privé ou étranger, il faut vérifier l'éligibilité en termes de PPST auprès des services dédiés au sein de l'établissement de rattachement. En général, vous avez un fonctionnaire
sécurité défense, FSD. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'anticiper effectivement est-ce qu'il y a un souci ou des points d'attention avant de déposer le projet. C'est, à mon avis, vraiment indispensable et c'est préférable que ce soit fait en amont. Actuellement, tous les projets qui sont soumis à l'APG, mais également dans les appels de recherche partenariale, nous soumettons tous les projets qui ont un partenaire étranger, une équipe académique étrangère, et également les projets qui ont une entreprise comme partenaire. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on met tous les projets PRCE, par exemple, parce que vous avez l'impression que l'entreprise est française. Nous aussi, on n'est pas vraiment capable de savoir si l'entreprise est française ou pas. Il y a bien une entreprise, une filiale localisée en France, mais ça ne veut pas dire que le propriétaire de l'entreprise n'est pas étranger. Et donc ça, cette analyse-là est faite par le haut fonctionnaire sécurité-défense, donc défense-sécurité, HFDS, au ministère. Et donc tous ces projets-là, nous les soumettons. Alors ceux qui sont présélectionnés à l'étape 1, l'APG, pour l'APG, pour les autres, c'est dans une autre configuration, sont soumis au HFDS. Et sur les, on va dire, presque 800 à 1000 projets qu'on soumet, on a 40 retours avec des avis ou des commentaires de la part du HFDS. La plupart des commentaires sont des commentaires, des recommandations, par exemple en termes de nationalité des personnes qui vont être recrutées pour faire un certain nombre de travaux dans ces projets. Par exemple, en termes d'alerte sur la protection de la propriété intellectuelle. Voilà, ce type de recommandations qui sont faites. Donc évidemment, si vous pouvez un peu l'anticiper, c'est plus facile. Encore là, tant qu'on est au niveau des recommandations, ça va bien. Mais il y a quelques projets, très peu, hein, c'est moins d'une dizaine, sur lesquels il y a un rapport, il y a un veto du haut fonctionnaire défense sécurité. Et pour ces cas-là, c'est vraiment important d'avoir pris contact avec le FSD, parce que la réflexion pourrait amener à faire évoluer un tout petit peu votre projet pour le rendre éligible en enlevant les parties qui sont sensibles, par exemple. Vous voyez, ça peut avoir une incidence. Et autrement, si cet avis HFDS est négatif et que ça reste négatif, eh bien, on ne pourra pas, même si le projet est bien perçu, sélectionné par les comités, on ne pourra pas le financer. Donc vraiment, pour ceux qui sont dans des situations où on se rend bien compte qu'on est sur des sujets sensibles, je vous conseille franchement de faire cette démarche avant de déposer le projet. Les autres engagements sont aussi importants, n'ont pas la même incidence, pas le même type d'incidence, mais ils sont aussi importants. Donc, respect des principes de la charte de déontologie d'intégrité scientifique de l'ANR, prise en compte de la dimension sexe et ou genre dans le contenu de la recherche. Et cette prise en compte de la dimension, c'est pas uniquement de compter le nombre d'hommes et de femmes dans le consortium ou dire il y a que des hommes, il y a que des femmes. Ça n'a pas vraiment d'importance. Encore qu'on peut en discuter. C'est pas plus mal. On appelle à l'équilibre. On peut appeler l'équilibre. C'est pas ça qui va conditionner la sélection ou pas d'un projet. Par contre, prendre la dimension sexe ou genre dans le contenu de la recherche, des projets de recherche, quand ça peut s'appliquer, il y a quelques projets dans lesquels ça ne peut pas s'appliquer, mais en fait, il y a plein de disciplines, plein de thématiques où c'est tout à fait pertinent. Donc, essayez de bien prendre en compte ça. Il n'y a pas qu'en biologie, où effectivement, c'est implicite dans plein de tas, mais en sciences humaines et sociales ou en environnement, il y a plein d'endroits où c'est tout à fait pertinent, et même en technologie, question d'ergonomie, on peut aussi avoir le même genre de questions, etc. Donc, ce qui est important là, c'est de vraiment bien anticiper les conséquences que peuvent avoir l'application des résultats que vous pourriez obtenir dans le cadre de la recherche que vous proposez. Et c'est justement en réfléchissant sur ces conséquences potentielles, que ce soit au niveau social, sanitaire, économique, politique aussi, et environnementale, c'est en se posant ces questions-là qu'on prend vraiment conscience de ce que ça représente. Parce qu'il y a une grande difficulté encore à bien comprendre ce que cela signifie. Donc, posez-vous la question des conséquences potentielles. C'est vrai que si on fait de l'astrophysique,
Oui, bien sûr. Ça va être difficile. Voilà. Mais bon, enfin, dans l'absolu, posez-vous la question quand même. Oui, et la démarche réflexive est toujours importante. Et se poser la question, c'est toujours intéressant. Donc, ensuite, effectivement, on vous demandera au début du projet, dans les 6 premiers mois du démarrage du projet, de transmettre un plan de gestion des données. Donc, il y a un engagement à transmettre un plan de gestion des données dans les 6 premiers mois. On avait précédemment, puisque c'était un démarrage, c'était des demandes qui étaient initiées il y a quelques années, on avait quand même demandé pas mal de plans de gestion des données. Il y en avait au moins 3, un au début, un au milieu, un si ça changeait, et puis un à la fin. Pour faciliter votre activité de recherche, il était décidé de demander un plan de gestion des données pour démarrer. C'est pas la peine d'inventer des choses extraordinaires. Si vous avez normalement vos tutelles ont demandé ou ont choisi de définir un plan de gestion des données, il suffit d'appliquer ce plan de gestion des données dans le projet. Et nous, ça nous suffit. C'est pas la peine d'inventer quelque chose de spécifique. Non, surtout pas. Surtout pas. Donc c'est juste pour s'assurer qu'effectivement c'est bien pris en compte. Et puis par contre, on ne va pas vous demander de donner des nouveaux plans de gestion de données au cours du projet. Par contre, on vous demandera un plan de gestion des données final à la fin, puisque effectivement vous aurez eu toutes les données qui ont été générées. S'il y a eu des évolutions, vous pourrez le mentionner. Donc, à la fin du projet, au moment de la clôture du projet, au moment de le rapport final, etc., on vous demandera également un plan de gestion, finalement, le plan de gestion de données qui a été utilisé ou modifié. Bien sûr, s'il n'a pas changé, il n'a pas changé, ce n'est pas la peine de réinventer quelque chose. Peut-être un mot, Dominique, sur le fait que ces applications-là concrètes des engagements que l'on prend à l'agence, ce sont des engagements qui sont en toute cohérence avec nos homologues européens et internationaux, et nous sommes impliqués aussi dans des instances que Sciences Europe, le GRC aussi, Global Research Council, et COARA dernièrement, dans différents groupes de COARA. Donc c'est vraiment être en cohérence, et ce sont autant de leviers. Ces engagements, ce sont autant de leviers qui doivent permettre de conduire des recherches intègres et responsables. Et ça, c'est la mission de l'ANR, que de financer des recherches qui soient intègres et responsables. Et donc, c'est vraiment plus permettre un accompagnement, accompagner les communautés scientifiques, et pas du tout déployer dans le sens d'alourdir déjà ce qu'on demande aux candidats et candidates, et non plus, c'est pas du tout dans une optique de contrôle. Absolument. C'est vraiment important. Et que normalement, ces engagements ne sont pas extraordinaires, c'est-à-dire que les organismes de recherche, les universités ont à respecter, c'est partagé au sein de l'ESR, de l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est pas spécifique à l'agence, on est toujours, c'est pas au niveau international, ça a son sens, mais également au niveau national, on accompagne au même titre que d'autres institutions le développement de cette approche. Oui, il n'y a rien de complètement en dehors de ce qui se fait dans les labos normalement, puisque là, on parle d'intégrité, de toute façon, d'éthique et de déontologie. Donc, c'est quelque chose qui, normalement, est appliqué partout, et c'est juste pour accompagner au mieux ces valeurs. Donc, dépôt des publications orales, mais c'est également ce qui est reçu dans le cas des sciences ouvertes, transmission du récépissé de déclaration de diligence si recours à des ressources génétiques, c'est le protocole de Nagoya, la promotion de la culture scientifique, technique, industrielle, qui fait partie également de ces engagements. Alors, il y a des questions. Sur le HFDS, oui. Est-ce que l'avis peut être donné à tout moment du processus d'évaluation ? L'avis du HFDS l'avis du HFDS, nous on l'a parce qu'il faut qu'ils fassent leur travail. On ne peut pas leur donner en première étape, c'est trop compliqué. Donc on l'a à la fin, avant à peu près au moment de l'évaluation de la deuxième étape, en fin mai, début juin. Donc on est en train on ne sait pas encore bien quand est-ce qu'on vous donnera l'information, si c'est juste après la sélection, juste avant. Voilà, on a une petite réflexion là-dessus. Mais en tout cas, la réponse, nous, que l'on a du HFDS,
c'est fin mai, début juin. Il y a une question sur, sur quels aspects des protocoles expérimentaux est à prendre en compte la dimension sexe et genre. Je pense qu'on a bien expliqué que ça concerne tous les domaines, à l'exception de il y a quelques domaines où ça n'a pas assez grand. Voilà. Dire, non, ça n'a pas de sens là. On ne va pas énumérer tous les domaines, mais globalement, ça s'applique dans la majorité. Il y a plus de domaines qu'on peut l'imaginer au départ quand on se pose la question comme ça. Voilà. Donc, on peut continuer. Les points d'attention avant de déposer une pré-proposition, c'est important. Le choix du coordinateur, de la coordinatrice, le choix de l'axe, qui est de la responsabilité donc, du consortium et du coordinateur. Le choix de l'instrument aussi, choisir un instrument qui est adéquat. Il faut faire attention à ce qu'on choisit. Et là, il y a une question sur les PRC. Quels sont les points importants pour choisir le coordinateur? En lien avec cette première... Si vous choisissez le coordinateur, c'est la personne la plus apte, qui a la vision la plus globale du projet et qui est le plus apte à gérer le projet. Dans certains cas, il faut quand même reconnaître qu'il y a un axe scientifique qui est porté vraiment par une équipe et les partenaires vont apporter des compléments. Ils font une partie de recherche, etc. Mais c'est dans le cadre d'un sujet qui est plutôt porté par une des équipes. Pour prendre cet exemple-là. Dans d'autres cas, c'est peut-être plus partagé. Là, c'est à vous de voir quelle est la personne qui est le meilleur manager, qui va mieux coordonner, mieux interagir avec tout le monde. Pas que ce soit un autiste qui gère ça et qui a du mal au niveau relationnel. Je prends des exemples tout bêtes, mais j'ai du mal à aller plus loin pour répondre à cette question. Donc ça, c'était les premiers points, surtout que ce n'est pas modifiable. Ça, ce n'est pas modifiable entre les deux étapes. Bon, les engagements des participants à un projet, effectivement, par exemple, le coordinateur, il faut absolument qu'il contacte toutes les équipes qu'il met dans le projet, en particulier les responsables des équipes partenaires. Il arrive encore, rarement, mais quand même, de temps en temps, qu'il y a un responsable d'équipe partenaire qui ne savait pas qu'il faisait partie d'un projet. Donc, ça fait partie des qualités du coordinateur de bien s'assurer que tout le monde est bien au courant de ce qui va être déposé. Ce n'est pas nécessairement le cas systématiquement. Les limites d'implication de tous les participants, on en a parlé déjà, on ne peut pas déposer plus de 3 projets. Un même chercheur ne peut pas être dans plus de 3 projets comme responsable d'équipe partenaire ou comme coordinateur. Il ne faut pas qu'il dépasse 3. Ça arrive encore rarement, mais il y en a encore quelques-uns qui sont à 4 et qui ne font pas attention. Il n'y a pas que ça. Il ne faut pas avoir obtenu de projet l'année précédente. Oui, c'est important. En tant que coordinateur, mais ils peuvent être partenaires encore. Ces aspects-là. Mais quand on parle de limite d'implication de tous les participants, il faudrait prendre en compte aussi le pourcentage, la quantité de temps de recherche disponible. Si vous avez quelqu'un qui fait déjà 5 projets, qui 4 ou 5 projets différents qui sont à 20%, je prends cet exemple de base, a-t-il vraiment le temps de s'investir dans un projet supplémentaire? Donc les limites d'implication, pour nous, pour le moment, on s'arrête sur la participation au projet ANR, mais en termes de disponibilité, en termes de faisabilité du projet, il est important pour moi que les coordinateurs s'interrogent sur effectivement est-ce que les gens ont vraiment le temps de faire, en plus de leur activité par ailleurs, de développer un projet supplémentaire. C'est une question qu'il va falloir quand même se poser de plus en plus. Est-ce que la liste des publications du coordinateur est importante, de la coordinatrice? Alors, elle est limitée dans les CV que nous demandons de renseigner, et on l'a limitée pour des raisons bien particulières, à 5 publications, des publications que vous considérez comme étant majeures par rapport au projet de recherche que vous proposez. Et on vous demande aussi d'éclairer les évaluateurs et évaluatrices et les accompagner vers une évaluation qualitative en expliquant quels sont les apports majeurs de ces publications.
Donc, que ce soit pour les coordinateurs ou les responsables scientifiques de partenaires, tout le monde est limité à ce nombre de 5 publications à mentionner dans le CV à remplir en ligne. Alors, un mot, et merci encore pour la question, parce que ça nous permet aussi de préciser certaines choses. Beaucoup de membres d'évaluateurs se plaignent de l'absence de CV ou de CV qui sont incomplets et que, naturellement, il faut qu'ils puissent évaluer si toutes les compétences sont bien réunies dans le consortium pour pouvoir conduire la recherche qui est proposée. Et ils sont aussi limités, nos membres de comité, à évaluer les pré-propositions et propositions détaillées sur la base des informations et documents qui sont disponibles, déposés sur la plateforme de dépôt. Et donc, ils n'ont pas à aller chercher d'autres informations en dehors de ces documents et informations renseignées sur la plateforme de dépôt. Donc, c'est extrêmement important. Et vraiment, on fait des formations avec nos présidents et présidentes de comité, on fait des enquêtes auprès de nos membres de comité. Et c'est un sujet qui revient de manière récurrente depuis des années, où ils le regrettent sincèrement. Et moi, je fais l'observation des comités. Et il y a eu, j'ai pu observer dans pas mal de comités, s'il y a absence de CV, eh bien, c'est vraiment disqualifiant pour le projet, pour l'évaluation du projet. Dominique, tu vas ajouter? Je veux revenir un peu sur les cinq publications. La façon de présenter 5 publications, ça lisse aussi. Vous avez des gens qui ont déjà 30 ans de carrière derrière eux, il y en a qui en ont 10 ou 15. Évidemment, le nombre de publications n'est pas le même. C'est étonnant, non, mais c'est pas le même. Et donc, pour éviter que ce soit le nombre, même s'il y a la qualité, que le nombre soit trop prépondérant dans l'évaluation, ce qu'on veut, c'est mettre 5 publications. En général, on choisit celles qui sont en relation avec le projet, les meilleures dans le domaine, ce qui permet de lisser justement cette durée d'expérience dans le métier de chercheur. Ça permet effectivement de normaliser un petit peu l'évaluation de ces CV. Parce qu'autrement, effectivement, ceux qui sont une longue carrière et qui ont été bons tout le long auront toujours un ticket, une prime. Et donc, ça ne veut pas dire mais on veut que ce soit un peu équilibré, équitable. C'est la raison pour laquelle on est passé à ça. On n'est pas les seuls. C'est quelque chose qui existe dans plein d'agences à l'étranger. Et il y a aussi une dimension égalité. Aussi, alors effectivement, en fonction de là où on en est dans la carrière, mais aussi, on le sait, il y a toujours des inégalités très marquées dans le SR entre les femmes et les hommes. Et les femmes, en début de carrière, peuvent avoir un peu moins de publications que leurs homologues masculins parce que c'est au début de la carrière en général, c'est l'âge de la maternité et donc les maternités, on le sait, ont des impacts importants sur la production, sur la productivité en début de carrière et puis ça dure le temps que les enfants sont petits parce que ce sont encore les femmes qui en charge majoritairement. On va revenir sur ce sujet, sur les dates. À la question. Et puis on va revenir sur ce point-là. Donc les limites d'implication de tous les participants, les limites liées à l'éligibilité, notamment les JCJC, c'est 10 ans, maximum 10 ans après la soutenance de thèse. Il y a des dates, tout est précisé dans le texte de la APG. Dès la pré-proposition, déterminer le plus précisément possible le budget du projet et des partenaires en lien avec les services compétents. Les modifications en étape 2 ne peuvent pas dépasser 7%. Pour augmenter ce budget d'environ 7%. C'est important de le définir, ça vous permet de mieux cadrer votre projet. C'est une aide aussi pour l'écriture du projet et même la pré-proposition. Ce budget n'est pas évalué à la première étape, il n'est même pas transmis au comité. Mais c'est important, nous on veut absolument que vous réfléchissiez aux chiffres que vous allez mettre, mais ça ne fait pas partie de l'évaluation. Les membres de comité à la première étape ne connaissent pas ce budget.
Et nous, ça nous permet déjà de voir où on va. Et puis ensuite, nous, on considère aussi que c'est utile pour votre organisation, la préparation du projet lui-même. C'est important de le faire. Alors, en ce qui concerne les dates et l'agenda de la APG 2024, le texte de l'appel à projet et le plan d'action du texte de l'appel à projet ont été publiés le 12 juillet. On a publié en fin de semaine dernière et en tout début de semaine, lundi, on a publié la version 2, un ou deux erratums qu'il y avait dans le plan d'action et dans le texte de la APG. En particulier, on a précisé pour les PRCI, ce n'est pas un erratum réellement, mais on a finalisé les différentes thématiques des PRCI, les pays. Il y a eu un pays sur lequel on avait encore des incertitudes. Donc ça a été fait en début de semaine. Le guide de la APG 2024 a été publié lundi dernier. L'ouverture du dépôt sur le site, c'est le 14 septembre. Et la clôture, c'est le 19 octobre. Alors, on sait que la date de clôture est toujours une question qui interroge la communauté. On a régulièrement des questions sur cette thématique. Un des problèmes par rapport au calendrier, ce sont les vacances scolaires de la Toussaint. Parce que donc il n'y a pas de bonne date. C'est-à-dire soit on clôt l'appel avant les vacances, soit on clôt l'appel au retour des vacances. On ne peut pas aller plus loin. Donc là, on est dans cette situation-là. Une des solutions intermédiaires serait de le fermer pendant les vacances. Et là, il y a un tollé général. Personne, que ce soit les gestionnaires, que ce soit les chercheurs, personne ne veut que ce soit pendant les vacances. Alors la question, c'est avant ou après. Ces dernières années, on a eu des remarques qui disaient que clôturer le lendemain du retour des vacances avait des effets particuliers sur les femmes. Notamment, évidemment, les femmes qui ont des enfants en bas âge, parce que, qu'on le veuille ou non, effectivement, pendant les vacances, elles avaient souvent une charge supplémentaire familiale et qu'elles n'avaient pas le temps de préparer leur projet, ce qui n'était pas nécessairement le cas pour leurs collègues masculins. On sait bien qu'il y a on ne va pas généraliser, il y a des cas particuliers, il y a des cas différents. Et donc, ça défavorise plutôt les femmes, et c'est la raison pour laquelle une des raisons pour lesquelles on clôture le 19 octobre. Voilà ce qu'on a proposé. On l'a vérifié auprès des gestionnaires. Cap Recherche, on en a discuté. On en a discuté également avec les VP Recherche dans les universités. Tout le monde préférait que ce ne soit pas exactement ce calendrier-là, mais ils comprennent, pour le moment, ils comprennent qu'effectivement, c'est peut-être une solution correcte, une façon de faire correcte, même si ça contraint un petit peu. Il y a quand même, depuis la publication de la version 2 jusqu'au 19 octobre, il y a quand même 49 jours pour pouvoir préparer son projet. Le guide était publié. En général, le guide et la version 2 apparaissaient plutôt vers le 15 septembre. Donc, on a vraiment fait des efforts pour essayer d'arranger. Je sais bien que c'est le retour de congé d'été, mais c'est difficile de faire mieux. Dominique, une petite précision sur le budget. Il est indiqué dans la trame de la phase 1 de l'appel à projet générique 2024, entre guillemets, aucune donnée financière n'est requise dans le corps de la pré-proposition, aucun sous-critère d'évaluation n'étant lié au budget en étape 1. N'est-ce pas contradictoire avec votre message? Non, ce n'est pas contradictoire avec le message. Nous, on en a besoin. Ce n'est pas transmis au comité, comme je vous l'ai dit, mais nous, on en a besoin et on considère que c'est important aussi pour vous, pour pouvoir définir votre projet. Alors, quelqu'un qui était avec nous hier dit qu'elle avait cru comprendre que les techniciens pouvaient être comptabilisés dans les 1,5 TPR pour les PRME. Elle n'a pas bien écouté hier. Effectivement, on a parlé de ce point-là, on a parlé des ingénieurs de recherche. C'est ça. Est-ce qu'on peut avoir une double coordination
2 coordinateurs, co-coordinateurs ou co-coordinatrices? La réponse est non, c'est un seul coordinateur ou une seule coordinatrice par projet. Le seul instrument pour lequel systématiquement il y a des coordinateurs, deux coordinateurs, c'est pour les PRCI, où on a un coordinateur étranger et un coordinateur français, et même s'il y a plusieurs équipes françaises, ce qui arrive dans certains PRCI, il n'y a qu'un seul coordinateur français. Et c'est important, on rappelle, dans certains cas, il y a des coordinateurs de PRCI qui oublient qu'ils sont coordinateurs d'un PRCI et qui essayent d'être coordinateurs d'un autre projet. Non, si vous êtes coordinateur d'un PRCI, vous ne pouvez pas, la même année, être coordinateur d'un autre instrument, d'un projet dans un autre instrument. Les contacts de la APG. Donc, il y a des contacts pour chaque axe de recherche. Si vous avez des questions particulières, vous avez des adresses mail pour chacun des axes. Et puis, de toute façon, il y aura les webinaires de questions-réponses pour les domaines scientifiques. Il y a des adresses génériques pour toutes questions d'ordre scientifique, c'est aapgscience@anr.fr. Si c'est administratif ou financier, c'est aapg.atfi@anr.fr. Et si c'est des problèmes informatiques, aapg.si@anr.fr. On va terminer par les autres appels du plan d'action 2024. Je sais pas, on passe beaucoup de temps sur le premier appel, mais c'est vrai que c'est quand même une grande proportion des projets déposés. Les appels spécifiques hors APG, on a l'appel Pause Ukraine qui consiste à financer des chercheurs ukrainiens qui sont en France et qui travaillent dans un laboratoire français qui développe un projet ANR. Donc, bien évidemment, Pause Ukraine, nous, on souhaiterait qu'une chose, c'est qu'on arrête, mais si on continue, c'est parce que la guerre continue. Et donc, ça sera reconduit en 2024. Nous avions un appel pilote SDIR qui a eu lieu en 2 éditions, qui est SDIR, en 2022 et 2023, qui est exploitation scientifique des infrastructures de recherche. Donc, ça a été supprimé. En fait, il y avait une complexité à organiser ces appels. Et en plus, c'était compliqué parce que c'était quasiment chaque projet était spécifique d'une infra. Comme il y a une liste d'infra très importante, c'était difficile d'avoir un comité pour gérer ce type de projet dans un seul comité. Et donc, ça a été remplacé par l'intégration de ces projets. En plus, le format était proche des projets de la APG. Donc, intégrer les projets dans la APG 2024. Et puis, il y a une priorité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a également des appels spécifiques CSTI, culture scientifique, technique et industrielle. Dans la LPR, il est indiqué que l'ANR doit consacrer 1% de son budget des appels à projets dans ce domaine-là. Et donc, depuis décembre 2020, on a lancé une montée en puissance en créant de nouveaux instruments dans ce contexte-là. Il y a deux volets dans cette activité. Le premier volet, c'est des appels à projets recherche-action, donc des projets de recherche qui permettent d'avoir normalement une mise en œuvre dans la société assez rapidement à l'issue du projet. Et donc, il y a des instruments certains ont été construits, d'autres sont en cours d'élaboration. Le premier, c'était médiation et communication scientifique. Donc, vous voyez que les sigles, c'est SAPS. SAPS, c'est pour Science avec et pour la société. ERA, c'est pour Recherche Action. Et MCS, c'est Médiation et Communication Scientifique. Donc, qui a été lancé en juillet 2021. Recherche participative a été lancée en juillet 2022. Les projets ont été sélectionnés et financés. Ambition innovante, l'appel à projet est sorti au premier trimestre. L'appel recherche participative 2 était aussi lancé au premier trimestre. Et ces 2 derniers appels sont en cours d'évaluation. La différence entre recherche participative 1 et recherche participative 2 est la suivante. Le premier appel était consacré à des consortiums qui étaient déjà existants et la réflexion avait déjà été faite pour savoir à quel type de questions allaient répondre les projets. Et c'était la réalisation du projet qui était financé. Donc, c'était plutôt des projets de recherche participative matures qui maintenant ont besoin d'un financement pour être réalisés. Ça, c'était le participatif 1.
participatif 2, c'est un deuxième aspect, c'est la construction de consortiums pour définir justement de futurs projets qui pourront candidater à un appel recherche participative 1, sachant que on a découvert, à force de travailler sur ces actions de recherche participative, que c'est des projets qui nécessitent du temps, une phase de maturation qui est longue, 2 à 3 ans, et puis ensuite une réalisation qui peut aussi être longue, 2 à 3 ans, 4 ans. Et donc, on a préféré couper en deux ces domaines des recherches participatives, des sciences participatives. Solutions innovantes, donc ça c'est un instrument qui n'est pas encore élaboré, qu'on doit élaborer et qu'on espère pouvoir lancer en 2024. Et puis d'ici la fin de l'année, un instrument qui concerne l'expertise scientifique en appui aux politiques publiques, qui devrait voir le jour d'ici la fin de l'année si on va assez vite, mais ça prend du temps, ça nous nécessite beaucoup de temps. On interagit avec d'autres, pas mal d'institutions, de nouvelles structures avec lesquelles on ne travaille pas nécessairement d'habitude. Donc, il faut établir une relation, bien définir ce qu'on veut faire. Et ce dernier appel est assez attendu aussi également par le politique. C'est-à-dire comment on peut appuyer des décisions politiques en se servant d'une expertise scientifique adéquate. C'est pas si simple que ça à faire. Et puis, il y a un second volet qui est la mobilisation des chercheurs et chercheuses pour la CST et la médiation scientifique. Pour simplifier, c'est de consacrer des budgets, comment consacrer des budgets pour médiatiser, valoriser les résultats des projets de l'appel à projet générique. Donc, pour ce faire, il a été décidé en 2020, il a été décidé en 2021, pardon, puisque c'est là qu'on a lancé les choses, il a été décidé d'abonder, de financer des sites, non pas les projets eux-mêmes, mais d'abonder des sites qui hébergent un certain nombre de projets. Donc, c'est par grands sites. Et donc, ces sites ont en général entre quelques projets à quelques dizaines de projets de ANR financés par an. Et donc, ce qui leur a été demandé, c'est de nous écrire une feuille de route en expliquant comment ils allaient médiatiser les projets. Donc ça s'est fait en 2021 pour les projets APG 2018-2019, puisqu'il faut que les projets aient quand même obtenu des résultats, il faut un peu de temps pour qu'il y ait des résultats. On a fait une deuxième tranche en décembre 2022 pour l'APG 2020, et on a décidé de pérenniser cette approche, et donc il y aura une troisième tranche en décembre 2023 pour les projets de l'APG 2021, et puis la même chose en décembre 2024 pour l'APG 2022. Donc, bien évidemment, les établissements qui ont fait une feuille de route, on ne va pas leur redemander nécessairement de refaire une feuille de route. Par contre, on va leur redemander un point d'étape, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait cette année, comment ça s'est passé. Ça nous permet de voir comment, effectivement, concrètement, se met en œuvre cette valorisation, cette médiation scientifique vers le grand public, notamment. Des résultats obtenus dans les laboratoires. Les appels tournés vers l'Europe et l'international, j'en ai déjà un petit peu parlé. Tremplin ERC, donc c'est pour les chercheurs chercheuses ou chercheurs qui ont candidaté à l'ERC et qui ont obtenu la note A, mais qui n'ont pas obtenu l'ERC. Ils ont un budget non négligeable qui leur permet de continuer leur projet et surtout de les encourage, on leur demande de redéposer, de recandidater à l'ERC l'année suivante. Access ERC, donc c'est le financement de postdocs qui souhaitent obtenir un starting grant ERC en France. Et donc, ils ont un budget qui permet de financer leur salaire et leur activité scientifique dans un établissement français en amont d'un dépôt de candidature ERC. C'est un appel pilote, un instrument pilote en sciences humaines et sociales parce que il a été identifié par la tutelle et par l'Alliance Athéna également, qu'on avait un déficit de lauréats en France de Starting Grant ERC par rapport aux autres disciplines. Donc c'est pour ça que ça a été choisi. La première appel a eu lieu à l'automne 2022. Les résultats ont été publiés début 2023. Il y a 35 candidats qui ont obtenu cette bourse Access ERC, ce projet Access ERC.
En 2020, à l'automne 2023, il y aura une deuxième édition et il a été acté qu'on aurait également une troisième édition entre 2024 et 2025. Et c'est toujours dans le domaine des sciences humaines et sociales et on va attendre les résultats des candidatures à l'ERC dans les 2 années qui viennent pour essayer de voir si effectivement cet appel remplit son objectif, c'est-à-dire on augmente le nombre de lauréats en France à Starting Grant ERC en sciences humaines et sociales. On verra ensuite si on maintient cet appel, si on évolue en termes de thématique. Au moment c'est vraiment pilote, on n'a pas d'engagement dans aucune direction. MRSEI, SRSEI, je vous l'avais dit, ce sont des instruments avec des petits budgets qui permettent à un coordinateur français de consortium de réaliser des réunions, des prestations de services pour pouvoir déposer ou préparer une proposition de projet international ou européen qu'il coordonne. C'est pour promouvoir la coordination de projets par des chercheurs en France. Ce n'est pas nécessairement la nationalité française, mais c'est en France que c'est coordonné. SRSEI, c'est le même type d'approche, mais cette fois-ci, c'est uniquement pour des appels, c'est pour dans le cadre de projets, dans des appels à projets à 2 étapes. Là, il n'y a pas de comité de sélection. Il suffit qu'un coordinateur d'un projet international coordonné par un Français soit présélectionné à l'étape 1. Il candidate, demande à bénéficier du programme SRSEI et il a un peu d'argent pour finaliser la deuxième proposition. Ça peut être des réunions, ça peut être une petite prestation de service. Voilà, donc ça a marché. On a des exemples, c'est ouvert l'année dernière, on a des exemples et ça a été utile. Et effectivement, un certain nombre de projets ont réussi à l'appel européen, surtout les appels européens cette fois-ci. L'ANR soutient des collaborations bilatérales et multilatérales, donc les appels bilatéraux, les PRCI, instruments de la PG, donc bien sûr, on en a déjà parlé. Les GPI, participation audit, GPI, les ERANET, il y en a plus de 35. Alors tout ça est en train d'évoluer, les CSA également, 4 sont en train d'évoluer, puisqu'on est dans le biseau de la fin de ces instruments, avec le démarrage des partnerships qui sont en train de monter en puissance vraiment dès cette année. Ça avait commencé déjà un peu l'année dernière, mais là, ça commence à monter. Donc là, il va évoluer aussi un peu. Et puis là, le Belmont Forum, etc. Alors, à ce stade, en septembre, il est difficile de vous présenter les thématiques des actes qui ne sont pas toujours définis encore. C'est souvent à la fin de l'année que c'est clair. Donc, il y aura un webinaire sur l'ensemble des instruments qui est présenté sur l'hashtag. Il y aura un webinaire international qui est prévu le 22 septembre. Oui. On n'aura pas nécessairement toutes les thématiques, mais là aussi, ça rentre dans la notion des rendez-vous de l'ANR. En novembre, par grand domaine scientifique, il y aura un webinaire sur les actions internationales dans les différents grands domaines, biologie, santé, SHS, etc. Juste une question, pourquoi elle la perd en cours de route? Oui. Non, une personne ne peut pas être coordinateur ou coordinatrice de 2 projets PRCI, même s'ils ont des projets avec des pays différents. C'est une seule coordination en dépôt, l'appel à projet générique 2024. Quel que soit l'instrument. Quel que soit l'instrument, il est déjà soumis. Les appels centrés sur le partenariat public-privé. Donc, je vais commencer par le dernier programme, les Instituts Carnot. Ce sont des projets relativement structurés, assez gros. C'est un instrument particulier qui est effectivement très important puisque les Instituts Carnot sont, à ma connaissance, le plus grand pourvoyeur de brevets en France. Donc, c'est important pour la recherche partenariale publique-privée. À l'heure actuelle, il y a 39 Instituts Carnot qui fonctionnent. Et l'information importante pour 2024, c'est que c'est l'année où on a un renouvellement des labels Carnot, c'est-à-dire que les 39 instituts devront recandidater ou déposer un dossier pour pouvoir renouveler leur label. Mais en même temps, ce sera l'occasion
pour d'autres structures de candidater, de nouveaux venus pourront candidater. L'appel n'a pas lieu tous les ans, c'est tous les 4 ou 5 ans. Donc, c'est important de bien se rappeler que fin 2024, que les institutions qui le souhaitent, c'est pas chercheur lambda qui dépose un Carnot. Il y en a 39 en France, on voit bien, donc c'est c'est assez gros, et on sait que le vivier potentiel des Carnot n'est pas si important que ça. Il y en a 39. S'il y a 50 candidats, je pense que on ne pourra pas faire plus vu le cahier des charges. Donc, mais c'est important que vous soyez conscient de cet appel qui va être important en 2024. Pour les deux autres instruments majeurs que nous avons en recherche partenariale spécifique, on a les PRCE, bien sûr, qui font la recherche partenariale, mais qui sont dans la APG, on ne retient pas là-dessus ici. Donc, les deux autres instruments, c'est l'APCOM et Chaire industrielle. Alors, l'APCOM et Chaire industrielle, c'est dans nos objectifs à l'ANR, un des objectifs, c'est d'arriver à multiplier par 2 le nombre de projets financés entre l'année 2020 et l'année 2027. Là, un peu, ça fait partie vraiment de nos missions, c'est d'augmenter ce nombre de projets financés, sachant que lorsqu'on regarde l'impact de ces projets qui sont financés, c'est vertueux. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la tutelle souhaite promouvoir le nombre de projets financés dans chacun de ces instruments. Un des soucis que nous avons pour obtenir notre objectif, c'est que nous manquons de candidats actuellement. Pour les LabCom, le taux de succès est à 35-36%. Pour les chaires industrielles, il est plus de 50%. Et lorsque je vais donner les indications au comité d'évaluation, le message que je transmets au comité d'évaluation, c'est que vous n'avez pas de limite budgétaire. Je le sais parce que je sais combien il y a de candidats, je ne prends pas de risque. Mais vous n'avez pas de limite budgétaire. Vous prenez les projets que vous considérez prêts pour pouvoir bénéficier d'un financement. Et donc, on finance tous ceux que le comité juge normal de financer. Donc, on manque vraiment de candidats, 50%. On est bien compte, c'est un peu explicatif. Et l'APCOM, c'est la même chose. On est à 35%, mais malgré tout, ils ne veulent pas aller plus loin. Et franchement, on a financé vraiment tous ceux qui le méritaient. Donc, il y a vraiment un créneau. Si vous construisez un LabCom correct, un projet de LabCom correct, un projet de chaire industrielle correct, c'est quand même un créneau sur lequel il faut se pencher. Je ne vous présente pas les prérequis, les budgets, etc. Tout ça, il y a le webinaire spécifique sur la recherche partenariale qui a lieu le mercredi 13 septembre, la semaine prochaine, sur ce sujet. Pour les LabCom, donc, il y a vous avez des phrases pour les SHS, il n'y a pas que les SHS, c'est un peu incomplet, mais ça ne fait rien. Il y a la possibilité il y a des réflexions pour faire évoluer l'instrument, pour augmenter l'assiette, des possibilités de candidature. Parmi les possibilités, il y en a 2, des pistes d'évolution. Ce serait de pouvoir avoir 2 équipes académiques. Ça peut être SHS, c'est autre chose. Ça peut être aussi dans des projets interdisciplinaires, des équipes académiques de 2 domaines totalement différents. Pour les entreprises, actuellement, les LabCom, c'est ouvert principalement aux PME, aux ITE. L'idée, ce serait d'augmenter d'ouvrir la possibilité de candidater aux startups. Ce n'est pas encore acté, c'est en réflexion. Donc, je vous conseille de venir au webinaire sur les appels partenariats public-privé. Et puis, également, pour les LabCom, nous avons un événement qui aura lieu le 23 novembre 2023, qui s'intitule 10 ans de LabCom à l'ANR et qui aura lieu à l'école de chimie, et donc la maison de la chimie, pardon. Et à cet événement participera Sylvie Retailleau, la ministre de la Recherche, et normalement, ce qui est prévu, c'est qu'elle présentera les évolutions de l'instrument. Et ces évolutions seront bien sûr inscrites dans l'appel LabCom de l'année 2024. Donc, si vous êtes concerné par ce type d'approche, je vous signale donc cet événement
10 ans de l'APCOM 2023, et attendez-vous à ce qu'il y ait des possibilités un peu plus larges que ce qui est inscrit aujourd'hui dans le plan d'action, mais ça ne sera définitif ou ce sera finalisé qu'à la mi-novembre. Je crois que c'est vraiment important. Sachez aussi que on a pour les LAPCOM, on commence à avoir des partenariats avec les régions. Suite au partenariat qu'on a établi avec des régions, on a une région pour le moment qui a créé un appel complémentaire en région, c'est la région Sud. Et l'idée, c'est qu'elles envisagent, ou cet appel permet de financer de l'équipement pour des lauréats l'APCOM en région. Et donc, il y a une convergence des financements régionaux avec l'APCOM, juste pour donner des pistes. Donc, il y a d'autres pistes de ce type qui sont en cours d'élaboration. Et je pense que vous suivez les informations des actualités. Il y a certainement une partie de ce que je vous dis qui sera mis en œuvre dès le janvier 2024. On appelle l'APCOM, sort un peu plus tard. Donc, mais soyez attentifs à ces aspects-là. Et franchement, là, le développement des projets de recherche public-privé, c'est une priorité à l'agence. On veut augmenter ce volet-là, ça fait partie de nos missions. On les appelle dédiés à des besoins de recherche spécifiques. On peut définir un challenge, favoriser la levée des verrous scientifiques. Les flashs, c'est pour répondre à des actualités. On a eu Sargasses, on a eu Covid-19, on a eu l'ouragan. En tout cas, on va pas, là, pour le moment, on n'a rien de particulier à vous présenter. C'est juste rappeler que ça existe et que on peut avoir de façon imprévisible un nouvel appel qui est lancé. On communique dessus, mais sachez que ça existe. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre présence ce matin, votre attention, les questions intéressantes qui ont été posées, qui ont permis de préciser certains points. On vous souhaite à tous et toutes une bonne rentrée et on vous dit à bientôt.